parents et amis avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et Amis, que l'on peut écouter sur gillesparent.com, sur Spotify, Google Podcast, Balado de Apple et le canal YouTube sous Parents et Amis. Et évidemment, n'oubliez pas de télécharger l'application Parents et Amis sur Apple Store. Il est le professeur au département de communication à l'Université d'Ottawa. C'est moi qui statue ça ici aujourd'hui. Il est auteur, conférencier et chercheur et c'est un de vos préférés. Bonjour Luc Dupont, comment ça va? Bonjour Gilles, ça va très bien toi? Content de te parler. On a un bon menu. Au moment où on enregistre, on est le 16 novembre, donc on est aux portes du la fameuse Coupe du monde de soccer au Qatar, qui a fait beaucoup parler pour toutes sortes de raisons. Mais c'est difficile dans ce cas-ci, Luc, de parler que du sport. Hein? Tu sais, Oui, et quand on parle de la FIFA, de façon générale, je te dirais que la politique est jamais très, très loin. On l'a vu avec la Russie en 2018. On l'a vu également avec d'autres choix. Je pense à l'Afrique du Sud, qui était essentiellement un choix politique. Également, Mandela, à l'époque, tu te souviens peut-être, s'était déplacé pour s'assurer donc que l'Afrique du Sud obtienne cette présentation-là, cette Coupe du Monde-là, ce qui d'ailleurs s'était confirmé par la suite. Soit dit en passant, pour ceux qui nous écoutent et qui seraient passionnés, là, mais complètement mordus de la FIFA, et des déçus en particulier politiques, de tout ça. Le nouveau documentaire sur Netflix est absolument incontournable. En 4 épisodes, là, on fait la genèse, donc les origines de la FIFA autour de 1930, en fait, appelons-les les présidents, ou en tout cas ceux qui ont contrôlé à toute fin pratique la FIFA à travers les années. Très, très peu de joueurs en réalité. Là, je te parlerai de, mettons, 3 joueurs en forçant un petit peu. Et évidemment, parler de sport dans ce cas-ci, et malheureusement de foot et de soccer, c'est aussi beaucoup parler de politique. Et d'ailleurs, moi, je me disais, quand on a eu les Jeux olympiques, parce que je fais un lien FIFA-Jeux olympiques, parce qu'il y a eu pour les deux cas des malversations, il y a eu des documents qui ont été révélés, il y a eu beaucoup de suspicions aussi. Sochi, ça va coûter très cher. En Russie, on sait un peu comment... Aujourd'hui, on parle de la Russie pour autre raison, mais derrière ça, on voit qu'il y avait toutes sortes de tractations qui se sont produites. Quand on a parlé de Pékin, on a compris que quand Pékin décide, puis qu'il décide de recevoir, puis il faut que ça soit bien. Puis on a bousculé aussi beaucoup, ce qui fait que pour ce qui est des droits de l'homme, on n'est pas surpris qu'il y ait tant de... Puis dans ce cas-ci, au Qatar, c'est la même chose. On a parlé des droits de l'homme, ça a été difficile. Mais malgré tout, ce qui, moi, me fait plaisir, puis c'est pas une question, parce qu'on peut pas tout changer, tout régler pour ce qui s'est produit. Je suis content de voir que l'information va être là quand même, puis qu'on va donner la chance aux athlètes quand même de se produire. Les boycotts que l'on voit, que l'on peut apprécier si c'est notre position, je les vois plus du côté du divertissement. Comment tu as vu ça, toi, pour ce qui est des boycotts? Essentiellement. Oui, hein? Rod Stewart qui ne veut pas chanter. Rod Stewart serait le plus bel exemple. Encore ce matin, il tweetait à nouveau là, qu'il avait refusé une invitation avec un montant substantiel. Remarque que dans son cas à lui, il n'est certainement pas à 1 million ou 1,5 pour être précis dans ce cas-ci. C'était l'offre qu'on lui avait fait, là, 1,5 million près. Du côté des commanditaires, on aurait pu s'attendre à peut-être quelque chose d'un petit peu plus serré, mais la réalité, là, c'est que depuis la séquence, là, appelons-la corruption là, de la FIFA là, 2018 et 2022, là, pour être plus précis, parce que, et dans le cas de la Russie de 2018, Poutine s'était aussi déplacé. Alors tu vois, on est en fait, on est dans les très, très hautes sphères là, sur ce plan-là. Mais la réalité, là, c'est qu'il y a 2 entreprises actuellement qui vont la jouer profil bas. La première, c'est ING, qui est une des gros commanditaires. Oui, un des gros commanditaires de l'équipe du Danemark, qui a dit, nous, durant cette Coupe du Monde-ci, alors je parle évidemment de ce qui se passe au Qatar. Les assureurs, ça, ING? Compagnie d'assurance? Oui. Okay. Qui a dit, nous, on ne fera pas de promo, il n'y aura pas de déplacement d'employés. Okay. Ce qui, normalement, c'est une grosse partie d'ailleurs souvent de ce que j'appellerais les goodies, hein, ou les cadeaux bonnies, que l'on les donne cadeaux, aux employés, c'est de déplacer comme ça justement les gens en disant on va aller voir des matchs de la Coupe du Monde et puis on ne payera pas très très cher, d'autant plus qu'on est les commanditaires. Alors ING a dit nous, cette année, profil bas. Et l'autre, la réalité, là, c'est qu'il y a un seul joueur qui, depuis donc cette séquence-là, a dit nous, on n'est plus capable. Il y en a une seule entreprise sur la planète Terre, c'est Sony.
Ah oui? Tous les autres joueurs, même les joueurs pour qui c'est problématique la Coupe du Monde au Qatar, parce que je te rappelle qu'on ne pourra à peu près pas consommer d'alcool, évidemment. Alors, sur le plan de la religion, on veut respecter évidemment les coutumes du pays. Alors, je te rappelle que Budweiser est un très gros commanditaire et que Budweiser a sursauté au moment où, on a appris que c'était le Qatar qui était choisi, puis deux, comment on va faire tout ça. Si bien que ce qu'on a décidé, là, puis ça a été annoncé très récemment, pour pas dire il y a, mettons, 48 heures là, pour les derniers préparatifs en lien avec tout ça, c'est de dire à Budweiser, vous pourrez vendre de l'alcool avant le match pour un certain nombre de minutes. Vous pourrez vendre de l'alcool après le match pour un certain nombre de minutes. Vous ne pourrez pas vendre d'alcool durant le match et vous ne pourrez pas vendre d'alcool dans les enceintes, donc dans les stades. Ou les stades, exact. Alors, Budweiser, évidemment, n'a pas le choix. Tu peux évidemment pas arriver et dire non, ça se passera pas comme ça. Et pour Budweiser, c'est majeur parce qu'eux sont associés avec la Coupe du Monde depuis 35 ans. Tu as McDonald's qui est là depuis plus de 20 ans. Tu as Adidas qui est la première commandite qui était là il y a 70 ans, qui commandite le ballon et qui paie cette année 100 millions de dollars juste pour pouvoir s'associer à cette coupe-ci du monde. 100 millions de dollars. Et regarde comment ça devient amusant, Gilles. C'est que tu peux être commanditaire, je le rappelle toujours, donc on les appelle parfois commanditaires ou partenaires. Là. Je vais utiliser parfois l'une ou l'autre des expressions, là, mais en réalité, c'est deux groupes de commanditaires ou de porte-parole ou d'entreprises qui appuie différemment la Coupe du Monde. On va simplifier tout ça si ça ne te dérange pas. Mais tous ces... Alors, dans le cas d'Adidas, ce qui est remarquable, c'est qu'il y a les chouclacs. Tu vois-tu un peu le problème? J'adore que tu dises chouclac. J'ai l'impression que je suis le seul à dire... Espadrilles, c'est pas nous, hein. Les chouclacs. Tu me dis ballon, 100 millions. Évidemment, le long du terrain aussi, avec les pubs qu'on verra durant la Coupe du Monde. Mais la réalité, c'est qu'il y a des joueurs. Ces joueurs-là ont des souliers de sport, des espadrilles, ou des chouclacs, comme on les appelait dans le temps. Et ça, tu peux pas toujours contrôler ça. Parce que parfois, c'est le joueur, parfois, c'est l'équipe. Alors, je te donne l'exemple d'Adidas, j'y reviens. Tu t'attendrais à ce que pour 100 millions de dollars, j'espère que tout le monde va porter des Adidas. Mais c'est pas le cas. Et cette année, ce qui est assez remarquable, c'est que sur l'ensemble des équipes, il y en a 32 plus précisément, c'est la dernière Coupe du Monde avec 32 équipes. Dorénavant, on jouera à 48 équipes. Et la raison simple, il y en a une, elle est extraordinairement simple, c'est les droits de télé, évidemment. Oui. Parce que plus tu as d'équipes, plus tu as de gens intéressés, plus tu peux augmenter ou hausser la cadence des droits télé. Mais je reviens à Nike. Nike est curieusement l'entreprise qui va chausser le plus d'équipes. Mais je te rappelle que ce n'est pas un commanditaire officiel. Est-ce qu'il va annoncer au sens où on l'entend au plan national, peut-être, dans certains pays? Ils vont annoncer dans toutes sortes de pays, évidemment, mais techniquement, là, tu me dirais, c'est qui le commanditaire officiel? C'est Adidas. Alors, Nike a 13 équipes, il y en avait 10 lors de la dernière Coupe du Monde. Adidas en a 7. Donc, la moitié moins. Ils en avaient 12 lors de la Coupe du Monde précédente. Alors, si c'était eux qui étaient numéro 1, ils sont devenus numéro 2. Tu me diras, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Un, c'est que c'est toujours un guess. C'est-à-dire que tu dis, OK, est-ce que l'Égypte devrait participer à la prochaine Coupe du Monde? Mettons que tu dis oui, ben tu vas approcher l'équipe de l'Égypte en disant, ben on voudrait peut-être vous fournir les chaussures. Tu vois un peu Alors, une fois de temps en temps, toi, tu me dis... Moi, je pense que l'Italie va être là à la Coupe du Monde. Je suis certain de mon coup. Oups! L'Italie te fait dans les mains. Ben là, t'avais beau commanditer l'équipe. Tu vois un peu le problème? T'es pas là, Alors, ce qui s'est passé du côté d'Adidas, c'est qu'on n'a pas bien choisi les pays. Et dans certains cas, on a aussi perdu des contrats d'importance. Si bien que, je le rappelle, c'est super important. Nike n'est pas le commanditaire officiel, mais c'est Nike qui va chausser le plus d'équipes. Et plus on va aller dans les séries finales, le défi, c'est quoi? C'est de t'assurer que tes équipes, un peu comme quand tu fais ton pool de hockey, tu as choisi tes joueurs, puis tu dis, il faut absolument que Tampa Bay soit le plus loin possible, parce que je n'ai 5 de Tampa Bay. Mais là, tu vois un peu le défi ici, c'est que tu en as 7 dans le cas d'Adidas, tu en as 13 du côté de Nike. Et ce qui est remarquable à cette Coupe du Monde-ci, c'est que le troisième, c'est Puma, à 6. Adidas, 7. Vois-tu un peu, là? Oui. Donc, ce qu'il faut conclure, c'est que Puma, avec beaucoup moins de fric,
a mieux choisi les équipes ou a approché les équipes qui coûtaient un petit peu moins cher. Alors, généralement, c'est ce qu'ils font. Et donc, c'est un coup de génie. Pour tous les autres, c'est des entreprises à peu près pas connues. Kappa, Majid, connais-tu ça? Non. Marathon, connais-tu ça? One All Sport, connais pas ça? New Balance, ça me dit quelque chose. Ouais. Hamid, connais pas. Vois-tu? Ouais. Alors, à la fin, ça donne ça. Prof Dupont, quand il y a tant d'argent qui, pour les commanditaires officiels, est mis en jeu, est-ce que jusqu'à la réalisation, c'est-à-dire, tu vas me voir venir, là, des matchs, on intervient, c'est-à-dire pas trop de gros plans sur des commanditaires qui ne sont pas là ou faites attention à ça. Est-ce que tu penses qu'on va jusque-là pour protéger ceux qui mettent des millions et des centaines de millions? Oui, de façon, je dirais, plus subtile, non peut-être? officielle ou intangible, effectivement. Quoique, tu vas toujours te faire avoir. Je te donne l'exemple classique. Ouais. Ça reste l'événement clé dans l'histoire de la commandite lors de la Coupe du Monde. C'est Pelé. Évidemment qu'il n'a pas besoin de présentation, à moins que vraiment vous connaissiez pas le foot, mais du tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Pelé, ce serait, je sais pas, le Gordéa ou le Maurice Richard de la place, mettons, dans le domaine du foot, et qui, lui, à un moment donné, est dans la chambre des joueurs après un match, puis les gars enlèvent leurs chouclaques, leurs souliers, puis il remarque que pas mal tous les gars sont commandités. Reçoivent de l'argent d'un annonceur, d'une firme d'espadrilles, de souliers de sport. Puis il se pose la question, mais je comprends pas, parce que je pense que le meilleur... Ça serait moi, mettons. C'est moi. Mais comment ça qu'il y a personne qui veut travailler avec moi? Et là, ce qu'il apprend, parce qu'il approche un des gars qui achète les droits des joueurs, et qui lui chuchote à l'oreille, écoute, on a une entente entre les différentes compagnies de chaussures de sport. Toi, on t'approche pas. Mais pourquoi vous ne m'approchez pas? On pense que tu vas coûter tellement cher que les autres vont demander un petit peu plus. Donc, on est prêt à sacrifier toi qui est le meilleur pour payer un petit peu plus cher puis signer tous les autres. Avoir tous les autres, c'est ça. Mais là, il regarde ça puis il entend ça. Qu'est-ce que tu penses qu'il fait? Il dit, mais voyons, qu'est-ce que vous m'annoncez là? En passant, on peut s'entendre. Puis sais-tu quoi? On va s'entendre drette là. Mais là. L'autre dit, c'est parce qu'on s'est juste entendu entre les compagnies. Puis, si je te donnais mon chiffre, si je te donnais mon montant, il l'entend, il dit, écoute, je signe. Le match suivant, donc on est dans la Coupe du Monde. Tu me suis toujours? Oui. On est au début du match. Toutes les caméras du monde sont là. Et au moment où l'arbitre siffle le début du match, Pelé lève la main. Attendez un peu! Faut que j'attache mon soulier! Il se penche. Arrête, oui. Il attache son soulier. Toutes les caméras du monde sont en train. Il se relève, il dit c'est parfait. L'arbitre vient pour relève la main. Elle vient pour repartir le jeu. Attendez un petit peu! J'ai un deuxième pied! Il se penche, il attache son autre soulier. Puma. Généralement considéré la plus grande commandite de tous les temps. Puis à ce moment-là, c'était tellement novateur que ça a pris quelques jours pour que les gens réalisent que, hey, attends un petit peu. Ça se peut-tu qu'il nous en a passé une méchante vite? Est-ce qu'on sait, jamais vu aller? Luc, est-ce qu'on sait si c'est l'idée de Pelé ou si c'est l'idée de quelqu'un d'autre? D'après moi, connaissant le bonhomme, moi, je pense que c'est l'idée de Pelé. Puis c'était sa façon de dire aux autres... vous ne m'offrez plus jamais ça. Bon, remarque que pour la petite histoire, on sait que Pelé était un gars qui marchait beaucoup à l'argent. Tu me diras que des athlètes qui marchent en argent, il y en a quelques-uns. Je te dis ça parce qu'à un moment donné, il y a quelques années, je m'enfarge dans un documentaire du Cosmos de New York, parce que souviens-toi qu'il a pris sa retraite puis il est revenu par la suite pour le Cosmos. Ça, c'est mon premier souvenir à moi de foot, là, de soccer, comme on l'appelle de ce côté-ci de l'Atlantique. Là. C'est Pelé qui joue pour le Cosmos. Et quand on a tourné le documentaire par la suite portant sur le Cosmos, il a refusé de participer au documentaire parce qu'on refusait de le payer en disant, écoute, c'est un documentaire, on ne peut pas payer chaque personne qui va parler 2-3 minutes. Alors, mais sur ce plan-là, ça reste un des très, très grands événements de l'histoire de la commandite durant la Coupe du Monde. Je voulais que tu me parles de la présence des locaux lors des matchs, parce que est-ce qu'on sait à peu près habituellement dans une Coupe du Monde sur 100% des gens qui vont avoir un match, peu importe les clubs, c'est-tu 60% des locaux puis 40% de l'international? Est-ce qu'on a une idée de ça habituel puis une idée de ce qui s'en vient pour le Qatar? Bien, ce qui arrive dans le cas du Qatar, c'est que donc, on a construit 8 stades. Il n'y avait rien.
8 stades qui sont à moins de 1 heure de distance. On s'est posé la question, combien il y a de monde qui vont venir, d'autant plus que sur le plan de l'hôtellerie, là aussi, il faut construire. Et la restauration aussi. Tout ce que j'appellerais aussi la culture locale. Alors, les derniers chiffres qu'on a, là, je te les donne, c'est qu'il y aurait 1,5 million d'amateurs de foot qui vont se déplacer. Mais je te rappelle que sur le plan de l'encadrement de la visite, comme on appellerait ça communément, là, c'est ça le petit élément qui fait qu'on n'est pas sûr dans le cas de la Coupe du Monde au Qatar, c'est que est-ce qu'on va pouvoir s'amuser comme on a l'habitude de le faire normalement? Parce que si tu as encore dans ta tête des images des dernières Coupes du Monde, c'est assez flamboyant, hein? C'est assez exubérant. Là, moi, j'ai souvenir de matchs où, par exemple, les fans brésiliens dansent dans les estrades du début à la fin du match. Tu vois un peu le genre? Alors, c'est un petit peu ça qu'on se pose comme question, comment ça va se passer, d'autant plus que je te rappelle aussi que c'est la première Coupe du Monde au Moyen-Orient. Remarque que là, on aurait dû faire ça bien avant. Un peu comme il y a quelques années, on parlait tantôt de Mandela. C'était la première Coupe du Monde en Afrique, tout court, donc qui avait eu lieu en Afrique du Sud. Alors, sur ce plan-là, il y avait des retards à rattraper, puis je pense que d'être au Moyen-Orient, c'est une bonne idée jusque-là, parce que des fans de foot, il y en a partout à travers le monde. D'ailleurs, Ronaldo, qui a des problèmes au moment où on se parle avec le Manchester United, a reçu une offre en Arabie Saoudite d'une ligue avec des millions, puis des millions, puis d'autres millions, puis des millions. Puis on comprend bien qu'il n'ira pas là, parce que sur le plan de la visibilité, ce serait certainement pas la même chose. Mais, alors c'est un petit peu ça, là. Puis tu parlais en début d'intervention des problèmes politiques, de corruption, de droits humains aussi. Il y a des gens qui prétendent qu'il y aurait eu au-delà de 6500 morts lors de la construction des stades. Les gens du Qatar, les autorités locales prétendent plutôt qu'il y aurait eu quelques morts, donc 2 ou 3, plus une soixantaine de décès, mais non reliés à la construction comme telle des mais entre 6 et 6 000, il y a quand même un bon jeu, là. Oui, effectivement. En tout cas, une chose est certaine, pour avoir vu les endroits, en fait, là, où on logeait tous ces gens-là, là, et ce sont des migrants, comme on les appelle, parce que les gens qui travaillent dans ce genre dans ces domaines-là de la construction sont plutôt des étrangers. Je peux t'assurer que c'était pas beau, là. Et que personne qui nous écoute, en fait, accepterait de vivre dans quelque chose qui ressemblerait à ça. Je te rappelle aussi que la communauté gay, LGBTQ+, comme on l'appelle communément, là aussi, on n'est pas sûr, parce que sur le plan aussi des lois nationales, ça pose toutes sortes de défis. D'ailleurs, c'est ce qui a amené l'équipe des États-Unis. Et oui, j'ai vu ça. Ils ont coloré le drapeau américain. Oui. Alors, ils ne peuvent pas évoquer directement, pour prendre un exemple parmi tant d'autres, la communauté gay, mais ce qu'ils peuvent faire, c'est l'évoquer sur leur chandail. Tu vois, visuellement. Wow. Exact. Wow. De la même manière que l'autre truc que j'ai vu qui est très... Là, on tombe dans le très sophistiqué, vous êtes prévenus, mais c'est de dire on peut pas agiter le drapeau LGBTQ+, durant un match de foot. Alors, il y a des gens qui ont dit, on va prendre les couleurs des Pantones, parce que je rappelle que sur le plan graphique, chaque couleur que vous avez sur un drapeau ou sur n'importe quoi, finalement, en publicité, c'est un numéro. Alors, ce qu'on appelle les Pantones, hein, chaque couleur est un numéro. Donc, il y a rouge un petit peu plus foncé, rouge un petit peu plus pâle, c'est 2 numéros. Alors, il y a quelqu'un qui a eu l'idée de faire le drapeau avec les Pantones. Je sais pas si tu vois un petit peu l'idée. Oui. C'est les numéros de Pantone. Alors, évidemment, on pourra jamais t'arrêter en disant, hey, vous avez un drapeau sur lequel est marqué 158! Mais c'est les couleurs. Puis là, c'est l'évocation qui est extraordinaire. C'est ça. Je trouve ça absolument... Là-dessus, je trouve ça absolument génial. Puis l'autre problème ou l'autre défi avec une Coupe du Monde au Moyen-Orient, c'est qu'on avait promis initialement de la tenir l'été. On était arrivé aussi avec toutes sortes d'idées. Entre autres, celle-là est quand même pas anodine, c'est le stade conditionné, avec air conditionné. Oh. À ciel ouvert, là. Je ne sais pas si vous le visualisez. Là. Comme gaspillage, c'est assez dur à battre, là? Oui, puis sur le plan, absolument, sur le plan environnemental, puis sur le plan de l'électricité, tout le reste, là, ça fait absolument aucun sens. On avait même approché un prof d'université, je me suis enfargé dans un documentaire là-dessus. Il y a un prof d'université qui avait même prétendu qu'on pourrait peut-être construire des espèces de plafonds qui bougent dans les airs. Je ne sais pas si tu vois un petit peu l'idée, une soucoupe volante là, pour faire quelque chose de bien visuel. Là. Et puis que ça projetterait, enverrait des drafts d'air très, très importantes. Mais évidemment, très rapidement, on s'est aperçu qu'on était complètement dans des lubies impossibles. Et c'est là qu'on a dit, on va déplacer la Coupe du Monde. Non, ça n'aura pas lieu, non pas l'été, comme c'est toujours le cas, mais là, en fait, ça part techniquement, là, au moment où on enregistre, ça part dimanche matin. Et ça a obligé toutes les ligues à travers le monde à dire, oups,
il faut arrêter. Un petit peu comme quand la Ligue nationale participe aux Jeux olympiques, là, l'hiver. C'est un petit peu le même genre de problème qu'on a ici. Il faut arrêter les activités pendant plusieurs semaines, ou bien on continue sans les joueurs vedettes. Tu vois un petit peu le genre de défi que ça pose. Alors, la première ligue, la Ligue britannique de soccer, par exemple, a dit, nous, on va arrêter juste 8 jours avant. Donc, l'équipe a à peine, là, on peut présumer que certaines équipes nationales, parce que parmi les meilleurs joueurs, on les retrouve dans cette ligue-là, mais entre autres, l'équipe britannique, tu peux imaginer, là, ils auront joué ensemble pendant peut-être 6 à 7 jours, parce que le temps d'arrêter, le temps de monter dans l'avion, le temps d'arriver là-bas, le temps de s'installer, le temps de faire la première pratique. On me dira, ils se connaissent déjà un peu. Oui, ils se connaissent un petit peu, mais on va reconnaître que c'est peut-être pas l'idéal. Puis, tu devines aussi que toutes les stations de télé qui retransmettent ça, on dit, mais vous pouvez pas nous faire ça. C'est nos meilleurs mois. Et puis là, tout à coup, en réfléchissant, ils se sont dit, hey, sais-tu, en y repensant, on est à 2 coins de rue de Noël. La pub de Noël, les gens vont en vouloir plus que jamais, on va peut-être pouvoir la vendre un petit peu plus cher. Savez-vous, finalement, en y repensant, quelle bonne idée. C'est pas une si mauvaise idée. Exact. Fait que c'est là où on est actuellement. Écoute, j'écoutais depuis le début de notre podcast les éléments que tu amenais, puis je reviens sur les locaux, puis je reviens surtout en pensant à Budweiser, qui est un commanditaire depuis une trentaine d'années, puis bon, puis tu parlais de la vente dans le stade, puis ça, mais je me disais, est-ce que pour les grands bons de Budweiser, le plus important, c'est pas d'exposer aux millions et millions de personnes à la télé leurs produits, ce qui est le plus important, sur l'ensemble des activités marketing et publicitaires, jusqu'à quel point qu'au Qatar, on boive leur bière pendant le match. Je sais pas. J'essaie de voir l'impact. Parce que, bon, ils vont vendre de la bière, tout ça, mais bon, comment ça coûte? Puis est-ce qu'on boit tant que ça dans un endroit où la religion prime? Tout ça. Fait, je me disais, ça me semble, à mes yeux, puis là, je veux que tu m'en parles, tu es le professeur de marketing, quasiment une peccadille, la vente sur place. Oui, à la fin, et c'est probablement comme ça qu'on en est arrivé à dire, sais-tu quoi, on continue de toute façon, bon, on y va là, puis est-ce qu'on y retournera prochainement? La réponse courte, ça sera probablement, oui. En tout cas, à court terme, certainement pas. À moyen terme, j'ai mes doutes aussi, mais la réponse courte autour de la table, de celui qui lèverait la main en disant, monsieur, qu'est-ce qu'on fait avec Budweiser? Tu sais, le jeune là, qui vient de finir l'université, puis qui dit, hey, monsieur, on pourra pas vendre de bière, on s'en va. La réponse courte, c'est 5 milliards. C'est ça la réponse. Alors, c'est pas 5 milliards de dollars ici, c'est 5 milliards de téléspectateurs dans les 4 prochaines semaines qui, à un moment donné ou à un autre, vont s'enfarger dans un match de la Coupe du Monde. Donc, en excluant ce qu'on appelle la duplication, parce que tu auras compris que certaines personnes vont regarder 10, 12, 15, 20, mais il y a des gens assez maniaques qui vont regarder 30, 40 matchs. Là. Ils vont en avoir au-delà d'une soixantaine. Là. Mais c'est 5 milliards. Et si tu compares avec 2018, on estime en Russie qu'il y en avait eu 3,5 milliards. Alors, c'est un bond qui est absolument phénoménal. La finale sera regardée, la grande finale, par 1 milliard de personnes. Je reviens toujours avec mes comparaisons parce que parfois, on a besoin de... OK, rappelle-moi donc, c'est combien dans le Super Bowl? Ouais. Le Super Bowl, c'est 100 millions pour la finale. Ici, c'est 1 milliard, donc c'est 10 fois la mise. Et dans le cas de l'événement comme tel, bon, on me dira c'est un événement versus une série de matchs. Remarque qu'à certains égards, le Super Bowl, il y a aussi les finales, là, les demi-finales, les quarts de finale. Mais dans le cas de la Coupe du Monde, plus précisément, à la fin, on dit il y aura 5 milliards de personnes qui, à un moment donné ou à un autre, se seront enfargées là-dedans. Alors, je reviens avec ton exemple de Budweiser. Le patron répond, ou le responsable de l'achat média ou du placement média a dit c'est 5 milliards le chiffre magique. Alors oui, on ne vendra pas, ou on en vendra certainement moins de la bière, mais à la fin, t'imagines-tu comment on aura comme ça réussi pour une bière qui n'est pas historiquement, je le précise, Gilles, hein, pour ceux qui suivent ça beaucoup, Budweiser n'est pas historiquement associé au soccer. Hein. Je le dis parce que nous... Tu me dis Bud, je pense bien plus Super Bowl, moi. Oui, moi automatiquement, aussi, les chevaux, la battante, c'est clair. Là. Et c'est pour ça que Budweiser, il y a au-delà de 35 ans, a dit pense qu'on est passé à côté de quelque chose. Puis de toute façon, si on veut, à l'échelle mondiale, développer et augmenter les ventes de manière significative, on est obligé de passer par le sport le plus populaire au monde, qui est, non, c'est pas le football américain. Non, c'est pas le hockey. Non, c'est pas le basketball. Non, c'est pas le baseball. C'est le soccer. Et ça fait que, pendant 4 semaines, il y a plein de gens qui vont entendre parler d'une bière qui, au fond, est fondamentalement une bière étrangère. Dis-moi, prof Dupont,
Dites-moi, Paul Dupont, le fait qu'il y ait des alliances extraordinairement grandes maintenant dans les grands brasseurs internationaux, est-ce que ça fait que, si je suis d'un pays européen, par exemple, InBev, qui est propriétaire de plusieurs marques de bière, de Budweiser entre autres, mais est-ce qu'on peut présumer, par exemple, que si je suis, je ne sais pas, moi, en France, je vais avoir des annonces de Heineken de la Hollande, je vais avoir des annonces du 1664 pareil. Est-ce que c'est ce déploiement de marques locales qui sont soit peut-être dans des grands conglomérats de brasseurs, mais est-ce que ça ouvre la porte à plus de multiplicité du côté des produits? Oui, parce que là, tu fais référence non plus soudainement aux commanditaires de manière officielle ou aux partenaires, là, pour utiliser les deux expressions qu'emploie la FIFA, mais tu fais référence aux annonceurs. Alors, il n'y a rien qui empêcherait localement, par exemple, un brasseur quelconque d'appuyer l'équipe. Un peu d'ailleurs comme l'exemple que je te donnais en début de podcast, Nike qui n'est pas techniquement un commanditaire officiel, mais qui, la réalité à la fin, là, si ces équipes se rendent relativement loin dans les séries, ça devient de façon non officielle le commanditaire parce que c'est lui que tu vas voir. C'est lui qui va équiper Ronaldo, là, l'équipe portugaise, alors qu'Adidas sera plutôt avec Messi. Alors, tu devines un petit peu le genre de chicane ou de débat ici. C'est que tu veux que ton équipe se rende le plus loin possible. Mais oui, au niveau local, tu as toujours des annonceurs qui vont ponctuellement apparaître et disparaître. Techniquement, l'exemple que je te donnerais, c'est Gazprom avec la Russie, qui n'est pas là cette année. Ouais. Qui était là en 2018, mais qui n'est pas là. De la même manière qu'en 2018, tu avais une autre entreprise dans le domaine aérien. Cette année, c'est évidemment sans surprise, c'est Qatar Airways, qui est généralement considéré comme la meilleure ligne aérienne au monde. Est-ce que tu as déjà, Gilles, voyagé avec Qatar? Non, j'y ai rêvé souvent. Mais j'ai vu, effectivement, la configuration intérieure, c'est fou, là. Oui. Probablement que c'est inatteignable, par exemple, ce qu'on nous présente, parce qu'il y a des cabines en classe super à faire, avec des douches, puis le bain, puis c'est complètement inimaginable. Là. Ben, pas si vous allez sur le web, d'ailleurs, que ça vous intéresse, vous pouvez fouiller, vous allez voir Qatar, c'est vrai que c'est presque inatteignable, mais il y aura toujours quelqu'un, particulièrement au Moyen-Orient, qui va être capable de sortir de l'argent puis de payer. Là. Il y aura toujours ça. Oui. Et puisqu'on parle de payer, je te décline les dépenses dans chacun des cas. Là. Alors, le prochain mois va générer 4,6 milliards de dollars d'entrée d'argent. TV, je fais des chiffrons, 2,6 milliards. Commandite, alors c'est les joueurs dont je te parlais tantôt. Alors, Adidas, 100 millions pour ta culture. Visa, 85 millions. Coca-Cola, 50 millions. Alors, du côté des commandites, au total tout, à peu près 1,3, 1,4 milliards. L'étiquette, 673 millions. Alors, je reviens à ta question de Bud. Si l'étiquette, c'est 673 millions, tu peux assumer qu'à la fin, la bière, c'est substantiel parce que ça coûte pas grand-chose à faire. Là. Mais au final, le 5 milliards de téléspectateurs est autrement plus intéressant. Et il n'y a rien qui empêche non plus le 5 milliards de téléspectateurs de déboucher une Bud en regardant un match, en regardant ça à la télévision. Ça, c'est sûr. Mais moi, la question qui est plus technique peut-être, parce que c'est une question de droit, mais je me disais, exemple, on est à Barcelone. Barcelone, Budweiser, ça veut rien dire. Comprends-tu? Ça veut rien dire. Zéro. Alors, moi, si je suis le grand propriétaire, est-ce que je peux m'entendre avec la FIFA ou l'organisation et dire, écoutez, nous autres, on va plutôt privilégier des produits qui sont disponibles là-bas. Là. Exemple, Heineken l'est souvent. Même Corona va l'être plus facilement que... Qui serait de la même famille. Mais c'est ça, c'est ça, je voulais dire. C'est que probablement qu'il y a des villes très importantes, très férues. Je me rappelle, j'ai vécu une Coupe du Monde en étant à Barcelone. Je me dis une chose, la ville est arrêtée complètement. Là. Tu sais, quand les gens disent, le phénomène, là, chez moi, le phénomène, c'est parfait, c'est à rue Saint-Jean à Québec, puis à Montréal, sur Saint-Denis, mais ça n'a rien à voir avec... je l'ai vécu en Italie aussi, puis quand je te dis c'était arrêté, il n'y avait même plus moyen de circuler. J'étais près du lac de Côme, puis c'était complètement arrêté. Puis quand tu dis arrêté, le garage, les restaurants, tout le monde était sorti. Il faut le voir. Fermé, en fait, c'est fini. Il n'y a rien. Il n'y a plus une activité. Absolument. Les chaises dans la rue, la bière, le lunch, puis il y en a un qui a fait un lunch. Mais j'ai trouvé ça très beau. J'ai trouvé que c'était intense. Puis c'était pas la finale. C'était la participation du pays, comprends-tu? Ou l'autre truc que tu pourrais utiliser, et c'est le truc qu'utilise Budweiser, sachant très bien que, effectivement, sur le plan symbolique, ça veut à peu près rien dire à l'extérieur de l'Amérique du Nord. Mm-hmm. Puis deux,
ben, tu pourras pas... les bières, appelons-les nationales de chacun de ces pays-là, évidemment, vont toujours outrepasser la réputation, la visibilité, la notoriété, le capital de sympathie de Budweiser. Mais ce que tu pourrais faire si t'es Budweiser, c'est signer des stars. Alors, je te donne un exemple. Je regardais récemment, il y a les fameuses séries où, par exemple, en Amérique du Sud, parce qu'il y a la version Coupe du Monde en Amérique du Sud, et à chacune des pauses, Gilles, c'était Messi qui annonçait Budweiser. Oh! Alors, je me disais, ça a dû coûter cher. Parce que là, c'est pas le numéro 28. Il y a des gens qui me diraient, c'est le numéro 114 en Amérique du Nord. Mais c'est pas parce que c'est pas le numéro 114 sur la planète Terre. C'est le numéro... C'est peut-être le numéro 3, c'est peut-être le numéro 2 sur la planète. Il y a Ronaldo, il y a lui, quelque chose comme ça. Alors, je me disais, comment ça a dû coûter? Et non seulement ça, mais la bière ou le lettrage de la bière utilisait le chiffre de son chandail et sa posture, son profil. Alors ça, comment ça coûte? Parce que je suis convaincu que son profil lui appartient. Sur le plan du droit à l'image, là, je suis convaincu qu'il a ça et il possède ça. Alors, on a autorisé Budweiser à faire ça. Ça a dû coûter une fortune. Alors ça pourrait être l'autre approche, c'est de dire, localement, signons la plus grande star de la place ou les plus grandes stars, puis associons-nous, exact, à ces stars-là localement. Ça, c'est ce qui permet aussi ce qu'on appelle l'effet de halo en psychologie. Hein. Par glissement, ben, on finit par trouver la bière pas si mal, puisqu'elle est le porte-parole est quelqu'un qu'on aime bien. Dis-moi, Luc, quand on est annonceur, par exemple, dans un tournoi comme ça, qui arrive aux 4 ans, est-ce que je comprends bien? Oui. À chaque 4 années. Est-ce qu'on a un droit acquis quand arrive la sélection prochaine, où on doit, par exemple, à la fin de cette année, on doit dire, mettons, je suis Hyundai ou je ne sais pas quelle compagnie d'auto ou de bière, je lève la main, je vais être là. Est-ce que ça m'assure d'être là ou il y a comme un boulier, puis tout le monde met son nom, j'exagère volontairement, mon affaire, là, mais comment ça marche pour s'assurer de toujours être là? Un Budweiser qui est là depuis 30 ans, un McDo qui est là depuis plus de 20 ans, est-ce qu'il fait juste lever la main à la fin en disant je vais être là ou il signe un contrat de 4 événements? Comment ça marche? Oui, c'est généralement des contrats qui durent entre 8 et 16 ans. OK. Et dans le cas de Hyundai, Kia serait un bel exemple parce qu'ils sont effectivement des partenaires. Oui, j'ai pris ça par hasard, mais c'est parce qu'ici au Québec, sur 2 autos, il y en a 3 qui sont Hyundai ou Kia. Oui. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais ils en vendent pas si mal ici. Effectivement. Remarque, quand je te faisais la liste tantôt des commanditaires, je peux y revenir. Bon, Visa est là depuis 2007. Pendant longtemps, Coca-Cola s'est associé à la Coupe du Monde sans pour autant être un commanditaire officiel. Alors, ils ont commencé la pub en 1950, puis à un moment donné, en 1978, ils se sont dit, sais-tu, si on veut vraiment prendre notre air là-dessus, ben, on devrait peut-être s'associer à temps plein. Si bien qu'aujourd'hui, effectivement, Coca-Cola non seulement est partenaires donc de la Coupe du Monde, mais ce qu'ils font aussi parfois, c'est que directement dans plusieurs pays, ils vont investir pour construire des stades, des petits stades, on s'entend bien, et pour construire des terrains aussi. Et c'est une façon pour eux, je le précise, de contourner la corruption. Parce que anciennement, tu donnais l'argent à quelqu'un en disant pourriez-vous vous assurer que cet argent-là finisse par donner quelque chose et que les jeunes puissent jouer au soccer? Ah oui, vous pouvez me faire totalement confiance. Il n'y a aucun danger. Je vous ferai un rapport complet, donnez-moi une couple d'années. Bon, évidemment qu'il n'y avait jamais de rapport complet par la suite, mais dans le cas de certaines de ces entreprises-là, comme Coca-Cola, ils ont dit, c'est tout ce qu'on va faire. On va construire le stade. Évidemment qu'il va être aux couleurs de Coca-Cola. Évidemment que la pub va être Coca-Cola. Évidemment que tout va être à l'image de Coca-Cola, mais ça évitera ce problème-là. Dans le cas d'Adidas, eux, ils peuvent pas laisser passer Nike parce que, tu vois, même en mettant tout le gaz qu'ils peuvent mettre, 100 millions de dollars pour cette coupe-ci, ils se font quand même dépasser par Nike sur le terrain en termes de paire de chouclaques. Alors, eux, ça fera certainement pas leur bonheur. Et puis, pour tous les autres, il y a toujours une motivation derrière ça. McDonald's, là aussi, et ce sont tous les numéros 1, dans le fond, là, ou les numéros 1 perçus. Parce que c'est-tu Visa ou Mastercard qui est le numéro 1? Moi, je partais à dire Visa, mais je ne sais pas, je me trompe. Dire que c'est Visa. Ouais. Mais dans le cas de Visa, pendant des années, ils ont utilisé une campagne que je trouvais extraordinaire, dans laquelle...
Il disait, on n'a pas besoin d'un passeport, mais d'une visa. Évidemment, un jeu de mots en anglais sur la carte, Visa, de Visa, exact. Et puis, eux, depuis 2007, ils sont là. Et puis, comme je le disais un petit peu plus tôt, la seule entreprise qui a dit à un moment donné, nous, on n'est plus à l'aise avec ça, parce que lorsqu'on a annoncé et la Russie et le Qatar, dans les deux cas, il n'y a personne qui pensait que c'est ça qui se passerait à la fin. Et pour ceux qui auront la curiosité intellectuelle d'aller voir le documentaire en 4 épisodes de Netflix, c'est renversant, Gilles. Et dans certains cas, c'est des dépôts directs dans le compte. Est-ce que ça fait mal? Oui, quand tu dis c'est renversant, c'est quand j'ai terminé ça, j'ai eu de la peine. C'est drôle, ça ne me fait pas ça normalement. J'ai eu de la peine parce que je me suis dit, si ce niveau de corruption-là existe dans le sport professionnel, qu'est-ce que ça doit être ailleurs? Oh. Parce qu'ici, c'est assez simple, somme toute. Alors, chaque pays a un droit de vote. Ça veut dire que, pour prendre l'exemple du documentaire qui est très bien développé, les Caraïbes ont, grosso modo, 20 à 25 droits de vote. Alors, t'imagines-tu comment ils sont pesants? À certains égards, ils sont pas importants sur le plan économique. On s'entend là-dessus, c'est pas majeur. Mm-hmm. Mais sur le plan des droits de vote, ils sont centrales. Si tu t'entends pas avec les Caraïbes, tu ne pourras pas gagner. Puis c'est vrai pour être le président réélu, puis c'est vrai pour être le pays qui va accueillir accueillir la Coupe du Monde. Mais reconnaissons aussi que dans le cas du Qatar, je le disais un petit peu plus tôt, c'est la première fois qu'ils vont au Moyen-Orient. Puis 2, pour accueillir la visite, ils n'ont pas lésiné, là. Ils ont investi plus de 200 milliards en infrastructures, transport, hôtels, stades. Les 8 stades ont été construits. Un de ces stades-là, à la fin de la Coupe du Monde, va être complètement détruit. Il est construit avec des caissons de métal quand tu transportes là, sur les bateaux. Là. Ah oui? Les containers, comme on les appelle, là, mais appelons ça, tu les visualises. Très bien. Et c'est comme ça qu'on a fait ça. C'est-à-dire qu'on les a empilés comme des blocs Lego. Alors, je ne sais pas si tu vois la scène ici. Et puis, c'est comme ça qu'on a réussi à se faire un stade. Puis, dans plusieurs stades, ce qu'on a dit, c'est une fois que la Coupe du Monde est terminée, on n'aura plus jamais besoin de 40 000 sièges. Donc, on va construire des stades qui peuvent être démontables, où on est capable de faire disparaître la moitié des estrades, puis on va les donner à des pays qui, à travers le monde, n'ont peut-être pas accès. Mais c'est pas complètement fou, est-ce que c'est moi qui est fou? Et je trouve ça brillant, oui. Effectivement, de l'avoir fait comme ça. Je trouve ça, oui. Est-ce qu'on va... En même temps, c'est de redonner à la communauté. Est-ce qu'on va utiliser la proximité avec Dubaï ou pas du tout pendant les Jeux? Non, c'est pas quelque chose... Non, c'est pas quelque chose qui, à ma connaissance, est exploité sur ce plan-là. Puis pour eux, d'accueillir autant de visites, là, je rappelle 1,5 million de personnes, ça va être un joyeux défi parce que déjà aujourd'hui, donc au moment où on enregistre ce matin, tu avais une vidéo qui circulait sur Twitter dans laquelle tu vois un journaliste qui est en train de faire son topo de début de Coupe du Monde. J'ai vu ça. Et tu l'as vu. Ben oui. Et il est interrompu par la sécurité du Qatar qui dit « Mais monsieur, vous n'avez pas le droit de tourner. » Et on menace de... Mais ça peut pas être pire que ça. Là. Sur le plan des relations publiques, ça peut pas commencer plus mal que ça. Là. Non. C'est qu'on dit... On n'est pas sûr, puis on vous fait pas confiance, puis on te regarde droit dans les yeux. C'est juste quelqu'un qui parle de ton pays puis de l'événement. Ça va bien se passer. Oui, il est juste en train de faire un petit topo classique. Et donc, on intervient. Ils arrivent en carte de golf. Tu pourrais pas l'inventer. Ça peut pas être plus loufoque que ça. Et là, tu as des gens qui se donnent de l'importance. Ça arrive parfois dans des stationnements. Quelqu'un qui a eu une chance comme ça extraordinaire de dire à quelqu'un « Tasse ta voiture ». Mais dans ce cas-ci, qui dit « T'as pas le droit de filmer ». Et le monsieur dit, mais monsieur, je suis journaliste, je suis danois. Accrédité? Je suis accrédité. Voici mon accréditation. Et on lui dit, on n'en a rien à foutre. Et là, on menace. Alors la caméra se met à bouger comme dans un film, là. Tu sais, la caméra qui est haut. Le ciel, là, les souliers. Oui, et là, le journaliste a la présence d'esprit parce qu'on ne sait pas, nous, c'est quoi qui se passe, de dire, mais monsieur, ne cassez pas ma caméra. Alors tu vois un peu genre. Et ça part tout mal. Bon, depuis ce temps-là, le Qatar a émis un communiqué en disant « On s'excuse, on n'aurait jamais dû faire ça. » C'était qui ces tarlas-là? C'était-tu des officiels? C'était on ne sait pas. Écoute, moi, ça n'a pas l'air des policiers. Je sais pas. Oui, mais de quoi aurait l'air de vrais policiers? Je te poserai la question. Non, agent de sécurité, mettons, je sais pas. Oui, quelque chose comme ça. Mais visiblement, il y a un muscle qui n'a pas été développé, puis ils vont le découvrir dans les prochaines semaines, parce que si ça arrive, tu peux imaginer le reste, là. Parce que là, tu accueilles des gens, puis une fois de temps en temps, il y en a un qui va boire un petit peu trop. On sait ça, là. C'est pas une grande prédiction. Ça va prendre un ajustement là, avec la visite. Il y a un ajustement culturel, certainement. Évidemment, là-bas, on a dit, écoutez,
Vous nous demandez souvent, quand on se promène à travers le monde, de s'ajuster sur le plan culturel. On va vous demander de faire à peu près la même chose. C'est sûr qu'il va y avoir des clashs. C'est sûr. Parce que là, avec cet événement-là, remarque, si j'étais responsable des relations publiques de l'événement, à cette heure-ci, pendant qu'on se parle, toi puis moi, là, il faut faire la réunion, puis il faut dire à tout le monde, écoutez, je vais vous montrer quelque chose, c'est exactement ce que vous ne devez pas faire dans les 4 prochaines semaines. Après les 4 prochaines semaines, vous ferez ce que vous voulez, mais pour les 4 prochaines semaines, il faut accueillir la visite correctement. Est-ce que, pour toi, ce serait une surprise, compte tenu des dernières semaines, derniers mois, dernières années, compte tenu du fait que les droits de l'homme ont été bafoués, ça a été prouvé dans la construction de plusieurs stades au Qatar, est-ce que tu serais surpris que certains événements, peut-être moins importants ou des moments moins importants, on voit apparaître, par exemple, des citoyens avec des pancartes, des affiches, puisqu'on essaie de briser un peu le rythme juste pour passer des messages? C'est drôle, on dirait que je ne serais pas si surpris que ça. Je sais que ça va être surveillé, mais... Oui, moi aussi. Remarque que c'est... Bon, ce que ça te donne à penser, l'événement auquel on référait il y a 2 instants, ça se peut que ça va être un petit peu pas plus mal difficile sévère. à cause de ça. Okay, ouais. Ça se peut-tu que aussi sur le plan, encore une fois, culturel, ce que j'appelle toujours notre mallette culturelle, peu importe qui on est, où on a grandi, on transporte notre mallette culturelle. Moi, j'ai grandi à Québec, on faisait pas la file pour monter dans un autobus. Je suis obligé de te dire qu'encore aujourd'hui, quand j'arrive... je sais pas, moi, à Ottawa, puis il faut faire la file. Je trouve ça étrange. Vois-tu? C'est ça, la mallette culturelle. C'est de la même manière qu'à Québec, tu ne traverses pas la rue si le feu de circulation n'est pas rouge, alors qu'à Ottawa, si le feu de circulation est peut-être pas rouge, tu peux quand même traverser dans la mesure où on va respecter le passage piétonnier. Vois-tu un petit peu le genre? Oui, très bien. Et mes amis que j'ai qui viennent à Ottawa, qui se promènent à Ottawa, je suis obligé de leur rappeler que freine parce que cette personne-là n'arrêtera pas avec son vélo. Parce qu'elle va passer sur tu vois, le passage piétonnier. Et tu vas la frapper. Exact. Et les gens me regardent en voulant dire, mais qu'est-ce que tu racontes là? Alors, c'est ça la mallette culturelle. Toute notre vie, on la transporte, on est cuit. J'ai souvenir, la première fois que je suis à Montréal, je prends l'escalier roulant dans le métro, puis je me mets à gauche, puis là, je me fais pousser 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis là, ce que je comprends, c'est que dans l'escalier roulant à Montréal, dans le métro, quand tu veux pas monter à vitesse accélérée, tu te tiens à droite. Ouais. Puis quand tu veux dépasser, un peu comme sur l'autoroute, tu te tiens à gauche. Mais ça m'a pris quelques minutes à réaliser ça. C'est ça, la mallette culturelle. Maintenant, imagine dans un pays complètement nouveau, avec une culture évidemment éminemment différente à la nôtre, c'est possible que des incidents comme ça arrivent. Est-ce que tu as vu, comme ça se passe quand c'est le Super Bowl qui s'en vient, comme le mondial, c'est vraiment majeur, est-ce que tu as vu déjà des pubs qui te semblent géantes et intéressantes? Oui, j'en ai vu une, puis je l'ai justement vue ce matin sur Twitter. Je l'ai évidemment retweeté instantanément. C'est une pub qui dure grosso modo, là, je ne l'ai pas chronométré, mais mettons, je te dirais 3 minutes à 3 minutes et demie, un petit peu plus longue. Alors, c'est une pub qui va plutôt circuler sur Internet dans un premier temps. On aura probablement une version un petit peu plus courte qui va circuler à la télévision. En fait, je suis convaincu que c'est comme ça qu'on va la vendre. Et qui est le client? C'est Nike. Et qu'est-ce qu'on a fait? C'est l'ensemble de tous les grands joueurs, et je devrais dire joueuses, parce que c'est aussi ça la beauté du message, c'est qu'il y a des messieurs, il y a des madames, il y a des joueurs d'aujourd'hui, il y a des joueurs de demain en devenir, et il y a des joueurs du passé. Ronaldinho, pour prendre un exemple pour ceux qui suivraient ça, du Brésil, qui est probablement, à mon avis, le plus grand joueur. On parlait tantôt de Pelé. Moi, je pense que lui est certainement pas très loin. Malheureusement, hors j'allais dire patinoire, hors glace, parce que j'ai souvenir de mes années de hockey. De hockey, mais je dirais ici hors terrain de gazon ou je sais pas quoi. C'est un gars qui consommait beaucoup d'alcool puis qui s'en cachait pas non plus. Donc, ça a certainement raccourci sa carrière. Mais le message de Nike, donc, c'est tout ça. Tu les vois tous. Tu vois Ronaldo, tu vois tous les autres. Quand on voit le futur, c'est-tu des jeunes de 8 ans, 6 ans? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait pour le futur? Non, ce sont des joueurs... mettons de 15-20 ans, là. Oui, en fait, des joueurs d'équipes connues, mais qui sont peut-être moins connus, à l'exception fait, évidemment, des gens qui suivent ça beaucoup. Mais dans le cas de Ronaldo, tu as le Ronaldo portugais et tu as le Ronaldo brésilien. Tu me diras pourquoi c'est important de savoir ça. C'est juste que chez les experts ou les tannants là, qui suivent ça, c'est toujours, quand tu vas leur parler de Ronaldo du Portugal, ils vont toujours finir par te dire à un moment donné, « Ah, mais toi, t'as pas vu le vrai Ronaldo! Le vrai Ronaldo était brésilien! » Tu vois? Alors là, tu les as tous dans la pub. Alors, en voyant ça, je me suis posé la question, comme je me pose souvent la question en vieillissant, comment
ça l'a coûté? Parce que tu peux imaginer comment ça l'a dû coûter. C'est probablement déjà dans les contrats, me diront certains. Et je rappelle pour la petite histoire que chaque année, joueurs, plus équipe nationale, plus commandite à l'échelle mondiale de sport extrême, etc., là, tout ça, là, Nike a investi 10. Je l'ai vérifié même récemment. Le montant me semble tellement élevé que j'ai dit, ça se peut pas, je dois me tromper. Mes souvenirs me jouent des taux. Et c'est ça, effectivement. Depuis 2017, plus précisément, ils investissent plus de 10 milliards de dollars par année. En pub et en marketing. En tout ça. Appelons-le le support de ces joueurs-là, en tant que porte-parole, pour signer des... Et c'est tellement qu'il y en a, là... ce sont des centaines. Évidemment, on les connaît pas tous, mais il y a plein de pubs qui se dirigent précisément pas à toi puis moi. Là. C'est pas à toi puis moi qu'on veut jaser. Je sais pas, moi, la planche à neige... Parce que je connais personne, moi, qui fait de façon professionnelle, là, qui fait de la planche à neige. Mais j'ai quelqu'un qui suit ça, puis qui dit non, c'est un tel, puis il est très connu, mais moi, je le connais pas. Donc, ce que fait Nike à la fin, c'est qu'ils disent, OK, qui sont les meilleurs partout, puis à partir de ce moment-là, signons-en un certain nombre. Puis parfois aussi, il y a des décisions pas faciles à prendre. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec Federer? Tu te souviens de Federer? Ben oui. Qui était Nike, puis qu'à un moment donné a compris que, comme ils en avaient 2 ou 3 autres, dont une joueuse très connue, ils vont m'abandonner. Puis c'est là qu'il a décidé de faire son virage, puis de signer avec une entreprise qui éventuellement s'est lancée en bourse, l'a payé en partie en action, puis au fond, à la fin, il a fait plus d'argent que s'il avait signé ou re-signé avec Nike. Même chose pour Neymar, qui est un joueur brésilien très connu, qui joue pour à Paris. Saint-Germain. Paris Saint-Germain, exact. Et dans son cas, lui aussi, il se pose souvent la question, comment ça qu'un tel devrait me signer, je pense à Nike ici, puis comment ça qu'il me signe pas? Alors, c'est un petit peu dans cette logique-là que parfois, tu es obligé aussi de choisir, puis choisir, c'est sacrifier, spécialement dans le sport professionnel. On a parlé beaucoup de boycott, Luc, de boycott. Est-ce qu'on doit boycotter, dans le fond? Est-ce qu'on doit boycotter? C'est pour les annonceurs, les commanditaires, les clubs, les joueurs, et tout le monde se pose la question. Mais moi, mon questionnement est le suivant. C'est peut-être plus une réflexion. Le principe et la morale, c'est une chose, puis le sport, c'est autre chose. J'ai beaucoup de difficultés à voir s'il y a une diffusion si internationale, si complexe, si promue et si importante, mais si intéressante pour le sport, parce que même moi qui ne suis pas le soccer, quand il y a un événement mondial comme ça, je vais m'arrêter à ça. Je vais aller vivre l'événement, puis voir la folie, puis idéalement avec des gens qui connaissent ça, fait que c'est le fun, ils t'enivrent eux-mêmes. Bon, mon point est suivant, est-ce qu'il n'y aura pas un peu d'hypocrisie dans la salle, c'est-à-dire, moi c'est fini, il y a les droits de l'homme, mais finalement, quand le match commence, on n'est pas dans la maison pour savoir si ça écoute ou pas. Moi, je serais porté à dire qu'il y a pas mal de monde qui ont des beaux principes, socialement, médiatiquement, mais que dans les faits, vont regarder. Oui, ce qu'on appelle en recherche universitaire la désirabilité sociale. C'est-à-dire que je te demande, est-ce que c'est important pour toi de respecter les droits de l'homme? Tu me regardes droit dans les yeux, puis évidemment, tu me dis oui. Est-ce que tu as des problèmes avec la corruption et la fraude? Tu me dis oui, j'ai évidemment beaucoup de problèmes. Aimes-tu le soccer? Oui, j'adore le soccer. La Coupe du Monde? Ah, ben oui, mais c'est une fois aux 4 ans. Hein? Si tu décides de ne pas la regarder là... Ça va prendre 4 ans avant que ça revienne. Oui, donc au total tout, tu aurais passé 8 ans sans regarder de Coupe du Monde, évidemment. Il y a plein de soccer sinon. Mais moi, tous les gens autour de moi que je connais qui sont des malades de ça, là. Oui, malades, il y en a. Malades. Ah, il y a des malades, là. Ils sont plus malades en passant que le hockey. Hein. Je le précise. Puis on est pas mal malade avec le hockey. Je maintiens toujours que le degré de fanatisme à Québec est supérieur à celui d'Ottawa. Là. Je maintiens ça. Mais sur le plan du soccer, des malades, il n'y en a pas un qui m'a dit « je ne vais pas le regarder ». Et tu sais que dans certaines villes, on a dit « on ne retransmettra pas publiquement l'événement ». Ce sera notre manière de dire qu'on est fâché, mais il n'y a rien qui va t'empêcher de le regarder sur ton écran, j'allais dire, 78 pieds. Les annonceurs, les commentateurs savent ça. Là. Tout est mesuré, ça se peut pas que... Tout ça est mesuré. Alors, on est loin de ce qu'on appellerait l'effet Hockey Canada. Là. Si tu essaies d'établir un parallèle, là. Dans le cas de Hockey Canada, le niveau, au fond, à la fin là, de problèmes était tellement important que des annonceurs qui étaient là et des commanditaires qui étaient là depuis des décennies, qui sont carrément associés au hockey. Là. Moi, dans ma tête, là, depuis 1970, là, je te nommerais l'entreprise qui, dans le domaine pétrolier, est associée au hockey. Parce que je me rappelle, en 90, de faire le plein d'essence. Je me souviens même de la station où mon père faisait le plein d'essence. Puis il nous donnait des petites cartes de hockey.
des petites cartes en papier SO. dans le temps qu'on découpait. SO, exact. Les grands du hockey. Exact. Puis encore aujourd'hui, je m'en fâche là-dedans une fois de temps en temps. J'ai un compte que je suis sur Twitter, c'est le gars qui est spécialiste dans les images de sport nostalgiques. Et chaque fois que je vois ça, je sursaute parce que ça touche quelque chose. Alors, je reviens à ta question. Le capital humain émotionnel lié à ça est tellement important. Puis on sait que la beauté avec le sport, c'est que le match, tu vas le regarder en direct. Tu ne pourras pas skipper ou tasser les publicités. Et en même temps, les publicités sont intimement associées à l'énergie du match. Alors, sur le plan émotionnel, tu as une ambiance, tu as un environnement qui est absolument unique. C'est quelque chose que tu pourras pas répéter, puis ça explique le logo sur le chandail du Canadien de la Banque Royale. Parce qu'à la fin, tu fais le calcul de ce que ça vaut sur le plan de la visibilité au sens propre, en termes de perdus qui vont le voir le nombre, combien de fois par année. Mais tu arrives, puis tu as une autre dimension qui est un petit peu plus difficile à calculer, c'est tout le capital de sympathie de la marque, en l'occurrence ici, le Canadien de Montréal, puis comment ça vaut par glissement pour le logo de la Banque Royale. Puis la réponse, c'est ça vaut une fortune. C'est dur à chiffrer précisément, mais tous ces annonceurs-là dont je te parle, c'est les meilleurs dans leur domaine respectif. On n'apprendra pas à McDonald's à évaluer l'impact d'un événement sur le potentiel de vente du produit. Et c'est ce qui fait qu'ils ont quitté la Russie. Souviens-toi, c'est parmi les premiers à avoir levé la main en disant « on quitte la Russie ». Puis dans cette lignée-là, tous les autres qui jusqu'à ce moment-là disaient « on peut pas parce que moi, mon fournisseur vient de telle place, puis ton autre... » Sais-tu, finalement, on vient de régler le problème. On a fait 2 appels, puis on a réglé ça, mais en tout cas, on avait le problème de le régler avant que McDo nous annonce qu'il s'en allait, mais vois-tu un petit peu l'idée? Alors, sur ce plan-là, tous ces joueurs-là ont évalué ça. Puis il y en a un seul qui est arrivé à la fin de la conclusion qu'on est peut-être mieux de ne pas toucher à ça. Puis ça ne va pas s'améliorer avec le temps. C'est Sony. Puis Sony, tu peux deviner qu'il devait être furieux que la Coupe du monde de 2022, qu'on pensait qu'il aurait lieu aux États-Unis, va avoir lieu au Qatar. Que celle qu'on pensait, celle de 2018, qui ne devait pas avoir lieu, en fait, qui devait avoir lieu n'importe où, sauf en Russie, à la fin, a eu lieu dans la Russie de Poutine. Alors, eux, c'est les seuls à la fin qui auront levé la main en disant « Nous, on quitte. Nous, on s'en va. Nous, on en a marre. Il n'y a rien qui risque de s'améliorer. » Puis la prochaine Coupe du monde, 2026, 3 pays. Alors là, à la fin, là, ça a été quoi la stratégie ici? Les États-Unis ont probablement dit « Si on ne l'a pas eu la fois d'avant, c'est qu'il y en a qui ne nous aiment pas beaucoup. » Pourtant, c'est généralement considéré la Coupe du monde aux États-Unis comme étant la Coupe du monde la meilleure de l'histoire sur le plan des rendements pécuniers. Là. Je parle de la commandite, je parle des sous, parce que, 1, on a fait découvrir le soccer à une masse de monde. 2, on a construit 0 stade, ça n'a rien coûté. 3, on a reçu de la visite comme jamais. Puis 4, on a vendu de la pub puis de la commandite comme jamais. Alors, on aurait pu penser à ce que les gens disent, on va aller aux États-Unis. Oui. C'est pas ça ce qui s'est passé. Après ça, Mexico s'est probablement dit, on est-tu capable d'accueillir cet événement-là 4-5 semaines de temps, tous les stades dont on a besoin, les problèmes de sécurité qu'on a, parce que ces temps-ci, se promener au Mexique, c'est prendre certains risques. Puis le Canada s'est probablement dit, on a fait le tour des villes, puis Montréal veut pas. Tu te souviens? Montréal a dit, on veut pas nous autres. Sur le plan coût-rendement, là, ça marche pas. 1 match ou 2 matchs, et ça va nous coûter X dizaines de millions de dollars. J'ai entendu des chiffres comme même 100 millions pour accueillir un match. Nous, ça marche pas. Alors, à la fin, ils ont dit, sais-tu quoi? Ils nous ont peut-être pas aimés la dernière fois, mais si on se mettait les 3 ensemble, et ça va faire une Coupe du monde un peu particulière, parce que tu peux deviner aussi qui est-ce qui va avoir quel match. Parce que ton match de la grande finale, là, c'est probablement il va avoir lieu aux États-Unis. On pense une hégémonie américaine, c'est sûr. Tu vas avoir un match à Toronto, peut-être 2, peut-être 3 qui vont être des succès remarquables, j'en doute pas. Aucun au doute. Mexique, j'ai pas de doute non plus que probablement que les équipes d'Amérique du Sud vont plutôt jouer au Mexique. Puis, en tout cas, c'est ce que je ferais si j'étais eux. Puis en même temps, on va passer de 32 équipes à 48. Dans le fond, là, pour pas participer à la prochaine Coupe du monde, Gilles, faut vraiment que tu sois mauvais. Vraiment, vraiment, vraiment mauvais. Vraiment, vraiment, vraiment mauvais. Il s'inspire de la Ligue nationale de hockey qui n'arrête pas d'expansionner. À cet égard-là, oui. Hey, en terminant, OK, parce que on va clore, on a fait le tour essentiellement, puis je suis très content de ça. Je veux juste te dire que je reviens, puis je vais terminer sur une belle boucle que tu as mentionnée, la fameuse valise culturelle. Je ne sais pas si tu as vu la première page du Journal de Québec d'aujourd'hui, le 16 novembre, qui relate le match du Canadien d'hier, dans le fond, contre New Jersey, qu'ils ont perdu 5-1.
ils ont porté un chandail en l'honneur des Expos de Montréal, bleu poudre. Mais moi et ma blonde, quand on regarde le Journal de Québec ce matin, mon Dieu, ils ont rendu hommage aux Nordiques. Oui, et c'est ce que... Ça a été la première réaction de ma blonde et moi. J'ai dit, on ne doit pas être seul à avoir vu ça. Mais ça, c'est notre culture à nous. J'ai jamais vu des expos là-dedans, moi. Oui, je l'ai entendu 3 puis 4 fois. OK, donc on n'est n'est pas de la matinée. Alors, j'en conclus que... sais-tu quoi, Gilles? J'en conclus qu'il savait peut-être aussi un peu. Oui. Parce que remarque, au jeu du bleu... Ben voyons. puis pour ceux qui diraient, ouais, mais c'était pas le bleu des Nordiques, pour les plus vieux qui regarderaient ça, oui, ça ressemblait étrangement au bleu des Nordiques. Mais tu vois, c'est ça la beauté de la couleur. De la même manière qu'il y en a qui me disent en regardant Tampa Bay, tu vas me dire ça prend 3 bières pour dire ça, là. Mais il me dit, hey, ça ressemble aussi au bleu des Nordiques. Là, wow, là, ça prend 3 caisses. Hey, c'est pas 3 bières, c'est 3 caisses. S'il vous plaît, là. Tampa Bay, tu vas m'arrêter ça. Plus 2 Corona. OK. Hey, merci beaucoup, Luc. On se reparle pour le spécial des fêtes? Assurément. Parfait, salut.